Bonjour, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Je vous souhaite justement un réveil tout de fraîcheur et de vie. Bien sûr, avec l'équipe de Bonjour d'Algérie, qui est diffusée à partir d'Alger, rappelons-le. Alger qui ce matin, vraiment cette capitale, cette belle capitale est caressée par un beau soleil qui ravit les artistes de tous bords depuis très longtemps. Cette ville est convoitée par les artistes, les photographes, les vidéastes. Et il sera question justement de vidéos et de photographie ce matin. Tout d'abord, en recevant pour vous et rien que pour vous, un photographe au regard très aiguisé, il dépeint justement cette belle capitale à travers la photographie artistique, une photo en noir et blanc, mais aussi d'autres capitales du monde. On le verra tout à l'heure avec notre invité Karim Abdeslam en l'occurrence. Nous continuerons aussi de parler de photographie, de l'objectif, mais cette fois-ci à travers la vidéo, et une expérience et une initiative unique en son genre. Il s'agit du premier festival algérien virtuel de la vidéo, une vidéo destinée à la sensibilisation à l'écotourisme et à un tourisme responsable. Bien sûr, les initiateurs de l'événement seront parmi nous tout à l'heure, tout autant que Mounia Witis qui viendra, elle, nous parler d'un tout autre aspect de la vie au quotidien. Il s'agit des accidents domestiques, ces dangers auxquels on ne s'attend pas, mais bon, il faut quand même être paré à ce type d'événements qui peuvent survenir chez soi à tout moment, surtout quand on a des enfants en bas âge. Et puis, nous aurons l'occasion de parler de santé, nous aurons l'occasion de revenir aussi sur Octobre Rose avec un invité qui parlera d'un aspect qu'on n'a pas encore abordé et qui pourtant est vital pour les femmes qui sont atteintes du cancer du sein, en l'occurrence celles qui ont subi une ablation. Toutes les directives d'un kinésithérapeute spécialisé seront justement offertes à ces dames ce matin dans Bonjour d'Algérie à travers l'intervention du docteur et kinésithérapeute Kamel Ait Wahyoun. Il sera parmi nous tout à l'heure pour vous donner les meilleurs conseils en la matière. Voilà qui est dit pour l'essentiel. Bien sûr, il y aura aussi des reportages et d'autres surprises dans notre matinale. Restez avec nous. Le temps tout d'abord d'apprécier les nouvelles du ciel avec Fariel Chir. C'est pour tout de suite. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Et par Fariel Chir, je le disais. Bonjour Fariel. Bonjour à vous, Aladia, et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous. Ravi de vous retrouver. Toutes de blanc, un peu comme notre Alger, la blanche. Exactement. Ce blanc immaculé qui est un petit peu exacerbé par, bien sûr, le soleil. Le soleil qui continue justement de nous accompagner en ce mois d'octobre. Quelle poésie de bon matin. Oui, en fait, je suis inspirée par les invités qui vont arriver. Ok, d'accord. Un petit peu insuffler un avant-goût. Ok, d'accord. Voilà. Mais bon, allez, donnez-leur envie encore d'aimer Alger et toute l'Algérie. Allez-y, Fariel. Allons-y. Bonjour aussi. Bonjour encore une fois à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil. Ravi de vous retrouver. En effet, aujourd'hui, le soleil reste très présent malgré quelques nuages bas vers l'intérieur du pays, beaucoup de brouillard au lever du jour, puis le soleil reprendra le dessus au fil des heures. À noter des soulèvements de sable intérieur-ouest, des vents assez forts souffleront cet après-midi vers l'ouest. Sur la partie sud, on notera beaucoup de soleil aussi, très peu de nuages au programme, avec des soulèvements de sable au sud-ouest, au Sahara oriental. Les températures, les voici. Elles, par contre, malgré la présence du soleil, elles vont baisser nettement, surtout vers l'intérieur du pays, où il fera 22 à Betna, 24 pour Guelma, 28 à Sétif, Tizi Ouzou, 29 à Alger, Oran, Relizan, Chlef, Tlemcen, 26 à Al-Bayad sur la partie sud, 30 à Béchar, à Gardaya, 28 à Hassim Saoudou, la Djellal, 34 Elizi, entre 35 et 38 au Sahara central et enfin entre 41 et 41 pour l'extrême sud et c'est le maximum. Place ce matin à l'état de la mer. Pour aujourd'hui, nous aurons une mer peu agitée avec des vents parfois assez forts à l'ouest qui varient généralement à partir de l'après-midi entre 30 et 60 km/h. Des vents modérés au centre ainsi que vers l'est entre 20 et 50 au centre et enfin entre 20 et 30 à l'est. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 18h17. Vous avez toujours le site de Météo Algérie qui est mis à votre entière disposition. Merci pour votre attention. À tout à l'heure.
La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci beaucoup, Je vous en Feriel. prie. Voilà, notre équipe aujourd'hui vous invite, mesdames, messieurs, et puis ainsi que Feriel, pourquoi pas, à un plongeon nostalgique à travers d'anciennes chansons qui ont un petit peu séduit la planète entière. Vous vous rappelez du groupe ABBA? Oui, forcément, oui. Oui, qui ne connaît pas ce groupe vraiment mythique, on dira, c'est vraiment une légende de la pop Voilà. qui a marqué les années, disons, 70, 80 et même 90. Même maintenant, on Jusqu'à écoute présent, toujours, ils ont leurs exactement. fans, Ils sont pas, effectivement. ils vont jamais être démodés, voilà. Voilà, donc voilà, tout a été dit. Ils ne seront jamais démodés pour le plaisir des fans du groupe ABBA. Tout de suite, Chiquitita. Le groupe ABBA, donc c'était pour le bonheur des fans de ce groupe mythique et emblématique, donc à l'échelle planétaire. Bien sûr, elle est maman. Tout d'abord, elle sait protéger ses propres petits goutchous et elle est là aussi pour vous aider à protéger les vôtres, mesdames, messieurs. J'ai nommé là Mouniawitis. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. Très bien. Oui, 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 je sais que vous êtes une vraie maman poule. Oui, c'est vrai. Mais ça C'est vous vrai. a amené, en fait, c'est tout un apprentissage. Devenir Exactement. maman, c'est tout un apprentissage Oui, en bah. faveur justement de ces petits amours qu'on Exactement, protège. on et apprend jusqu'au au bout. fur et à mesure avec l'âge de l'enfant parce que chaque période est différente. Donc on apprend avec l'évolution de l'enfant, on évolue nous aussi. Très bien. Donc Oui. vous avez choisi aujourd'hui, Mouniawitis, de nous parler des accidents domestiques et c'est ce dont on a peur le plus juste à la maison. Et bien sûr, quels sont les accidents les plus fréquents voilà, quand on est à la maison? Bah, justement, la maison est un grand terrain de jeu pour les enfants et c'est justement ce grand terrain de jeu est miné de dangers et de pièges. Les plus fréquents, les accidents les plus fréquents sont tout d'abord les chutes, les étouffements, mais aussi la noyade, on ne penserait pas, mais si, la noyade aussi, les brûlures et les intoxications surtout avec les produits ménagers. Oui, et c'est Voilà. vrai que c'est pour ça qu'à partir de quel âge on commence à ramasser tout ce qui se passe, tout ce Vaut qu'on a mieux comme- ramasser tout ce qui... À partir de quel âge on Moi, commence mon à ramasser? conseil, c'est ramasser tout ce qui se passe avant l'arrivée de bébé. Oui, Se préparer parce que ça pousse tellement vite et ça va tellement vite une fois Oui. que bébé est là qu'on n'a pas forcément, quand bébé commence à on ne toucher... sait pas quand est-ce qu'il commence à être curieux. Exactement, parce que tout arrive tellement vite qu'on n'a pas forcément le temps de tout mettre en place. Alors, Il vaut peut, mieux il mettre peut en place tout ça. envoyer dans sa bouche n'importe quel objet Exactement, qui serait oui. dangereux et néfaste. Exactement, donc les accidents les plus fréquents commencent déjà à partir de l'âge de 3 mois. Ça arrive très vite, 3 D'accord. mois. Premier mois, c'est tout beau, c'est tout joli, on apprend à connaître. Deuxième mois aussi, ça va. Mais à 3 mois, bébé sait se retourner, apprend déjà à se C'est retourner. vrai. Donc à ce moment-là, on ne laisse jamais bébé tout seul sur une table allongée par exemple, sur le lit parental par exemple ou sur un canapé parce qu'il peut se retourner et chuter. Si vous avez l'intention de vous déplacer, prenez votre bébé avec vous ou sinon l'attacher ou dans un transat ou autre le temps de vous déplacer et de revenir parce que la chute peut être très grave. Oui, parce que le corps n'est pas complètement Et- constitué. J'imagine. exactement. Certaines régions, le crâne notamment, est très fragile encore. Exactement, voilà. Donc ensuite, c'est à partir de 6 mois, par exemple. Oui. À partir de 6 mois, bébé sait tenir à peu près assis. Oui. Commence à tenir assis. À ce moment-là, il faut jamais le quitter des yeux, surtout quand il est dans le bain. Parce que si bébé se tombe, il ne sait pas se redresser. Et un bébé peut se noyer dans 20 cm d'eau. Même si pour D'accord. vous, c'est juste un fond, mais lui peut se noyer dans ce petit fond-là. Donc ne Parce qu'il jamais n'a pas la quitter. capacité de se Se redresser. redresser, exactement, et déjà ne jamais laisser un enfant seul dans le bain. Ça, c'est une règle C'est une qu'il règle, ne faut jamais oublier, qu'il faut toujours appliquer. Ensuite vient l'âge de l'oralité, où bébé découvre tout avec la bouche. C'est là où il met un peu de tout dans la bouche. Donc ne jamais rien laisser traîner, parce qu'une petite cacahuète, par exemple, pour vous, c'est rien, mais pour un bébé, s'il l'avale de travers, s'il la met dans la bouche pour goûter ce que c'est, et puis il l'aspire, ça peut aller dans les voies respiratoires et ça peut être très, très Oh là grave. là, ça Bah peut oui. être très grave, effectivement. Alors ensuite, c'est l'âge de la marche. À l'âge de la marche, c'est là où bébé se cogne un peu partout. Ah, oui, c'est vrai. Il se cogne un peu partout, il tombe et il se relève. C'est comme ça qu'il apprend à marcher, mais il faut faire très attention aux meubles parce qu'il se tient par exemple aux meubles pour marcher, pour se tenir droit. Donc les angles des meubles. C'est pour ça ce qu'on a genre de maintenant choses. des outils pour protéger. Exactement, on va les revenir voilà. sur tous ces outils-là Oui. en Ah, fin très de bien. rubrique pour Très bien. des conseils pour faire en fin de rubrique. Et puis, il y a l'âge du bricolage, on va dire. Celle-là, c'est là où l'enfant commence à essayer de réparer ses Il jouets. démonte d'abord. Il démonte, il casse. répare, il casse. Voilà, exactement. Ça, c'est à partir de 5-6 ans. Oui. À 5-6 ans,
si vous avez un jouet qui est cassé, il faut impérativement le jeter. Un jouet cassé, c'est un danger pour l'enfant. Une petite pièce peut rentrer. On est curieux à cet âge-là, on essaye des choses pour nous, adultes, c'est complètement invraisemblable, mais pour un enfant, c'est tout à fait normal. Donc, il peut mettre un jouet dans le nez, dans les oreilles, il peut le mettre dans la bouche pour le mâcher, par exemple. Et puis, s'il sursaute, il peut l'aspirer, ça peut aller dans les voies respiratoires, il peut même l'avaler. Il y a aussi qu'il faut faire très attention, il y a aussi les piles, ce qu'on appelle les boutons piles. Oui. L'ingestion de piles boutons. Oui. C'est toutes petites piles. Oui, exactement. Et ça, c'est met dans les montres et dans certains jouets. Dans certains jouets, il faut toujours vérifier. Les jouets qu'on va acheter, il faut toujours vérifier qu'il y a ceux qui contiennent des piles. Vérifier qu'il y a une fermeture avec une vis, sécurisée, exactement, parce qu'une ingestion de piles peut être très toxique et peut conduire au décès, malheureusement. Alors, comment réagir par rapport aux accidents? Ah ben voilà, c'est ce que j'attendais depuis tout à l'heure. Alors, on a Alléluia. le premier accident qui arrive souvent, c'est la chute. Alors, il faut bien sûr, il faut être à côté de l'enfant, il faut bien sûr voir si la chute est importante, s'il est tombé de haut, un peu, on va dire, essayer c'est pas toujours évident de juger si la chute est grave ou pas, mais on voit le comportement de l'enfant, par exemple. Si votre enfant change de comportement, s'il somnole, s'il vomit, on dit que le premier vomissement n'est pas si grave, c'est la récurrence des vomissements, mais à ce moment-là, vaut mieux aller consulter. S'il somnole, s'il perd connaissance. S'il pleure beaucoup. Il pleure beaucoup quand il tombe en général. Non, mais il y a des bébés qui pleurent pas, mais quand ils réagissent, c'est une alerte. Exactement, ça dépend de la personnalité du bébé. Chaque bébé est différent. Donc, à ce moment-là, il faut directement consulter, il faut aller aux urgences quand un bébé fait une chute et qu'il change de comportement, qu'il vomit, qu'il somnole. Il faut aller consulter, bien sûr. Si vous l'avez confié à sa sœur ou son grand frère et qu'il vous cache, faites attention de trouver le moyen de faire parler cet enfant et de lui expliquer que c'est important de savoir de quelle manière il a chuté ou il est tombé, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a dans la peur d'être puni, on va peut-être cacher à maman ou à papa, donc il faudrait être très diplomate avec les enfants. Très diplomate avec les enfants et éviter de les culpabiliser et de leur donner cette charge qui c'est quand même une charge, une grosse responsabilité de s'occuper d'un petit bébé. Vaut mieux que le parent s'occupe lui-même de son petit, mais un accident peut arriver, c'est tout à fait normal. On a le deuxième accident qui est la brûlure. Oui. Alors la brûlure, qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? Refroidir la partie qui a été brûlée sous un filet d'eau de 15 degrés à peu près pendant 15 minutes. Une fois passé les 15 minutes, allez aux urgences, ne faites rien à la maison, s'il vous plaît. Des glaçons dans un linge? Oui, des glaçons peut-être dans un linge pour refroidir tout de suite après la brûlure. Mais ne surtout pas mettre de dentifrice, d'huile ou autre chose. C'est au médecin de voir la gravité de la brûlure. Revanche, si on a du tulle gras, il faut se prémunir justement contre les brûlures en mettant dans sa boîte. Mais en général, il vaut mieux aller consulter pour savoir quel est le degré de la brûlure. Premier degré, deuxième degré ou plus. C'est là où le médecin sait si on s'est brûlé avec de l'eau ou si on s'est brûlé avec de l'huile. C'est différent, le traitement est différent aussi. Donc, et on a l'étouffement. Les fers à repasser sont à bannir autour des enfants. Exactement. Il faut vraiment les protéger de cet outil qu'on utilise au quotidien. Donc, il faut vraiment l'éloigner de vos enfants. Quand on finit avec, on le met en hauteur, dans une étagère en hauteur pour éviter les accidents. Ensuite, on a l'étouffement. Alors, pour l'étouffement, il y a deux manières de faire. Il y a deux méthodes. J'ai ramené justement un petit bébé aujourd'hui pour vous expliquer comment... J'ai eu droit à un petit cadeau. Donc, c'était carrément une liste de recommandations que j'ai gardées précieusement aujourd'hui. J'ai droit à un petit bébé, une petite poupée, pour vous montrer justement les manœuvres qui peuvent sauver la vie de votre enfant. Alors, le bébé peut s'étouffer, voilà, s'étouffer avec un objet, mais il peut s'étouffer aussi avec un liquide. Et ça peut être avec la vitamine D. En général, ça arrive souvent avec la vitamine D. Elle a une texture assez huileuse, on va dire très là. Ça passe de travers, ça passe souvent de travers. Il vaut mieux la mélanger avec du lait et la donner dans le biberon, c'est plus sûr. Ou avec, par exemple, tous les sirops, médicaments en sirop qu'on peut donner à un bébé. Ça peut passer de travers, donc il faut faire très attention. Et j'ai eu cette expérience-là, c'est pour ça que je vous dis. Aïe, j'avais deviné. Alors, comment vous avez fait? Allez-y, alors, comment faut faire? Donc, il y a la première manœuvre, c'est la manœuvre de Muffinson. La manœuvre de Muffinson consiste à quoi?
Vous allez mettre votre bébé sur votre avant-bras, l'allonger sur votre avant-bras et tenir sur le ventre exactement, les pieds vers vous et tenir la tête. La tête, il faut la tenir comme ceci. Donc pas comme ça, il ne faut pas l'étouffer encore plus, mais sur le menton et tenir le visage, la tête, pas sur le cou non plus parce que vous allez l'étouffer. À ce moment-là, entre les deux omoplates, vous allez donner 5 tapes franches. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, retournez bébé et vérifiez dans sa bouche si l'objet est sorti. Donc à ce moment-là, vous le sortez. S'il n'est pas sorti, vous allez faire une deuxième manœuvre. La deuxième manœuvre, c'est la manœuvre d'Emlich, qu'on appelle la manœuvre d'Emlich. À ce moment-là, vous mettez votre bébé sur le dos, sur votre avant-bras, face à vous. Donc vous retenez toujours la tête un peu plus basse que le reste du corps, bien sûr. Ensuite, pour savoir où il faut compresser, il faut imaginer une ligne droite entre les deux tétons de bébé et compter à peu près une largeur d'un doigt. Et ensuite, avec l'index et le majeur, faire des compressions vers l'intérieur et vers le haut. 5 fois toujours. Des petits massages thoraciques. Exactement, pendant 5 fois. Et ensuite, vérifier encore si l'objet est sorti ou si votre enfant commence à respirer. Si c'est un liquide, il faut faire très attention. Pauvre petite chou. Avec quoi on peut conclure, Mounia Routi? Alors, avec les astuces. Déjà, il y a pas mal d'objets que vous allez trouver sur le marché. Moi, je conseille de les acheter au moment où vous faites votre trousseau de bébé. C'est plus simple directement. Allez-y rapidement. Alors, on a tout ce qui protège les coins de table, protège prise, les barrières, bien sûr, les barrières pour éviter les chutes dans les escaliers et cache-prise, et les blocs-portes, par exemple. Les blocs-portes pour éviter que les portes ne se referment sur les doigts. Et les blocs tiroirs aussi pour éviter aussi que le bébé ouvre le tiroir et fouille à l'intérieur. Prenez vos mouchoirs ou vos foulards, mesdames, et vous attachez. Commencez à attacher un peu partout. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Mounia Routi. On vous retrouvera la semaine prochaine pour de plus amples conseils. Très bien. Donc, merci concernant la famille de manière générale. Voilà. Et vous avez votre propre émission, rappelons la date. Pour le moment, c'est les rediffusions tous les mercredis à 18h sur Canal Algérie. Très bien, parfait. Voilà qui est bien dit. Et puis, nous ne rappellerons jamais, mesdames, messieurs, qu'il faut vraiment, se dépister par rapport au cancer du sein. Donc, nous continuons de participer à cet élan de sensibilisation autour de cette maladie, de cette pathologie. Aujourd'hui, nous avons choisi un aspect bien particulier qui suit une opération d'ablation. C'est avec les kinésithérapeutes aujourd'hui qu'on va aborder le thème. Restez avec nous, c'est après ceci. الماموغرافيا هي تصوير إشعاعي للثدي عن طريق أشعة إكس، ويتم عن طريق آلة تسمى الماموغراف. والماموغراف الرقمي الجديد تخرج منه كمية قليلة جدا من الوحدات الإشعاعية. عليها نعتبر عملية التصوير الماموغرافي عملية آمنة وليست خطيرة. كيفاش تتم عملية الماموغرافيا؟ تخترق أشعة إكس المنبعثة من الجهاز ثدي المرأة ليكون مضغوط على الصفيحة المجهزة لذلك، ثم تنعكس صورة الثدي على الصورة الماموغرافية وتبين كل المكونات والأورام أو الحبيبات الموجودة فيه. من خصائص الأورام ما قبل السرطانية أنها تقدر تحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم وتكون متجمعة وقريبة من بعضها البعض، وتبان على الصورة بشكل تكلسات صغيرة غير متجانسة وغير منتظمة ومتجمعة حول بعضها البعض. أما إذا كانت هذه التكلسات كبيرة الحجم ودائرية ومتجانسة ومنظمة فهي تكون عادة من النوع الحميد أي غير سرطاني، والقرار يعود للطبيب المختص في الأشعة. ينصح بالماموغرافيا عند المرأة ابتداء من السن 40، حيث تقل غدد الثدي وتزيد نسبة الشحوم فيه، فيصبح بإمكان أشعة إكس اختراق الثدي بسهولة أكبر وتكون الصورة أوضح. أما بالنسبة للنساء صغريات السن فينصح بالقيام بالصورة الصوتية أو الإيكوغرافيا إن لزم الأمر، حيث يكون الثدي أكثر كثافة. والماموغرافيا يوصى بها في إطار التشخيص المبكر عند المرأة ابتداء من السن 40 لتعاد دوريا كل سنتين. Et je suis ravie à présent de recevoir mon invité suivant, donc le premier de cette première ligne droite, donc de Bonjour d'Algérie, en l'occurrence Monsieur Kemal Aït Wahyoun. Bienvenue.
Bonjour. Voilà, vous êtes kinésithérapeute et vice-président de la Société algérienne de la kinésithérapie, n'est-ce pas? Effectivement. Voilà. Vous venez aujourd'hui prendre part à cette mobilisation autour de justement de la prévention contre le cancer du sein. Vous avez des messages très précieux et vitaux à faire passer ce matin en faveur des femmes. Mais pas n'importe quelle femme, celles qui ont tout d'abord subi vraiment cette opération qu'elles redoutent, l'ablation du sein en l'occurrence. Effectivement. Rebonjour. Je vous remercie pour l'invitation. Je profite de ce mois d'octobre, c'est le mois rose, pour parler d'un volet souvent négligé. C'est la prise en charge kinésithérapique du cancer du sein opéré. On n'en parle pas beaucoup, effectivement. Personnellement, je ne savais pas qu'il y avait plein d'étapes justement à suivre après une intervention aussi difficile, aussi douloureuse pour la femme. Effectivement, parce que dans un premier temps, on traite l'urgence. On est dans l'urgence. Oui. On est dans la chirurgie, on est dans la chimio, on est dans la radiothérapie. Oui. Mais après, il y a beaucoup de travail à faire. J'aurais préféré recevoir ces femmes, que les kinésithérapeutes reçoivent ces femmes le plus vite possible. Oui. C'est pour faire de la prévention au lieu de les recevoir à un stade où on va traiter des séquelles. Donc vous voulez dire, quand vous parlez de prévention, c'est avant ou post justement intervention? Post-opératoire. Post-opératoire. Donc vous restez toujours dans Oui. le post-opératoire. Vous aimeriez avoir donc systématiquement, il faut que ce soit systématique en fait. C'est le message à transmettre Normalement aujourd'hui. systématique, Oui. mais les orientations médicales, ils sont rares. Et quand on les reçoit, ils sont à un stade un petit peu tardif. Oui. Qu'est-ce que vous appelez tardif, docteur, justement? C'est-à-dire, il y a des séquelles qui sont installées, Ah, voilà. alors que nous devons faire pour les prévenir. Oui. On ne doit pas C'est arriver vrai à ça. qu'il ne faut pas arriver à des résultats aussi vraiment catastrophiques. Hein. Il faut aider la femme à dépasser justement cela. Et de quelle manière? De quelle manière? Notre intervention, il peut commencer juste dans la structure hospitalière, juste en post-op immédiat. Oui. Par exemple, on peut faire un travail respiratoire, on Oui. peut aider pour une bonne cicatrisation, parce qu'une bonne cicatrisation, ce n'est pas uniquement esthétique, c'est vrai que c'est esthétique, mais une bonne cicatrisation avec une bonne musculation, ça nous ouvre peut-être, surtout pour les femmes jeunes, pour une éventuelle reconstruction mammaire. Voilà, ça prépare Oui, ça justement à la prépare pour une reconstruction. mammaire. Si le terrain est trop abîmé, on aura du mal à faire une Quand on a reconstruction. une cicatrice Oui. qui est fibreuse, Oui, par qui exemple. est adhérente, donc c'est vraiment, en fait, ça sera une candidate. Ça peut se faire, mais ce sera mais très c'est difficile et très onéreux. difficile, oui. Oui, effectivement, parce qu'il y aura plusieurs étapes avant d'arriver et de parvenir à cette reconstruction. Mais si j'ai bien compris, donc l'ablation touche, docteur, à des muscles qui sont vitaux, autant pour la respiration que Oui, pour voilà, Bien sûr, quand on touche, il y a le sein, mais il y a les pectoraux, il y a il y a les intercostaux, etc., qui font... qui aident à la respiration déjà dans un une premier fonction lieu. Oui. respiratoire. Oui. Donc, il faut y remédier. Donc, il y a un travail respiratoire à faire pour garder une capacité vitale correcte. Oui, parce que les femmes qui ont subi une ablation du sein peuvent avoir, donc, entre autres séquelles, des difficultés respiratoires, avoir un souffle court, voilà, Oui, parce ne pas que, avoir... parce qu'ils ont mal. La douleur va contracter les Oui, muscles et les pousser à avoir de mauvais... Parce que les muscles, ils ne sont pas élastiques. Donc, ils ont perdu de leur élasticité. Oui. Mais une intervention précoce du kinésithérapeute peut prévenir ce manque d'élasticité? Oui, c'est en post-op immédiat. On a toujours des choses à faire. Oui.
Très bien. Donc, l'idéal serait vraiment de s'orienter vers Oui. voilà, un organisme spécialisé en kinésithérapie ou alors un praticien donc, dans le domaine et de demander conseil, Oui. d'être suivi, quoi, Oui, de d'être subir quand suivi. même des soins. Déjà, c'est-à-dire après l'opération, on envoie la femme à la maison, etc. Déjà qu'il est mutilé, Oui, alors il va se sentir toute seule. Diminuer. Déjà, nous, kinésithérapeutes, Oui. nous avons aussi un rôle psychologique à faire, déjà. un soutien psychologique. Oui. Quand on s'occupe de cette femme, on lui donne des conseils, on lui prodigue des conseils, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il va sentir qu'il n'est pas seul. Absolument. Déjà, cette présence était un peu cruciale. Oui, Et autant que les soins qui sont prodigués. Donc, c'est d'abord un accompagnement que vous offrez absolument. à la patiente en lui donnant de l'espoir que les choses peuvent aller mieux, Oui. qu'il peut y avoir une reconstruction, qu'il peut y avoir prothèse, qu'il peut y avoir Oui. avec un terrain beaucoup plus adapté. Déjà, pour la prothèse, quand on parle de la prothèse, il doit être prescrite Oui. le plus tôt possible. Ah, très bien. Juste dès que la cicatrisation le permet, bien Pas sûr. une pour année qu'il- après. Non, pourquoi? Non. C'est vrai qu'il y a l'esthétique, mais surtout, ça stabilise la femme. Oui. Il n'y aura pas de déséquilibre des épaules, il n'y aura pas de douleur dorsale, il n'y aura pas de... C'est vrai que ça peut induire, le manque d'un organe peut induire une Oui, attitude. Ça il- peut aller jusqu'à l'attitude scoliotique. attitude j'imagine. vicieuse, effectivement. Il peut y avoir des attitudes au niveau cervical, au niveau dorsal. Les épaules. Les épaules, surtout l'épaule. Oui. On peut L'épaule. avoir des Parce que, problèmes au niveau oui, des épaules. oui, parce que quand on ne fait pas de la rééducation précoce, même pour l'épaule, on peut avoir une épaule bloquée. D'accord. C'est ce qu'on appelle, en terme médical, une capsulite rétractile. D'accord. Alors qu'on peut la prévenir. C'est-à-dire c'est une sorte de raideur que peut Oui, ressentir, une raideur parce que l'épaule, il a une capsule, c'est comme un accordéon. Oui. Quand on laisse l'accordéon fermé longtemps, c'est difficile de l'ouvrir. Oui. Mais quand on travaille avec il s'ouvre facilement. Voilà. Tout un travail justement au quotidien pour amener cette femme vers cette souplesse, pour prévenir aussi une forme de surpoids qui survient aussi après les interventions et des femmes qui ont des problèmes justement au niveau de la cage thoracique. Il y a des phénomènes justement de surpoids qui surviennent aussi. C'est pas les phénomènes de surpoids. Je ne sais pas les nommer, moi je suis pas médecin. Oui, ça, Voilà. La femme en post-opéré, il peut évoluer vers un lymphodème. Oui. Il peut présenter un lymphodème. C'est quoi un lymphodème? Il y a une image que j'ai... Oui, peut-être qu'elle va venir. Oui. Sur le lymphodème, c'est parce que quand on fait la chirurgie, on touche à la circulation lymphatique, on touche au ganglion lymphatique. Oui. Donc, qu'est-ce que ça va? Comme réaction, il y aura une mauvaise circulation de la lymphe. Oui. La lymphe, elle est superficielle. Donc, moi, j'aurais aimé les prendre à temps pour éviter qu'on arrive D'accord. à ce lymphodème. Parce qu'il y a des lymphodèmes bénins comme ça, mais il y a des images, vous allez les voir, c'est vraiment... Et il y a des soins spécifiques Oui. pour ce type de prise en charge en Absolument. particulier? Donc, Absolument. ce sont des massages Massage, c'est en gros comme ça. Oui, il n'y a pas que les massages. C'est ce qu'on appelle le drainage lymphatique. Ah, il y a un drainage à Oui. faire. Oui. On rétablit la circulation lymphatique, on fait un drainage lymphatique. Ce drainage lymphatique, ce n'est ni la force, ni la force. C'est vraiment très, très superficiel. Oui. Et ça dure dans le temps. D'accord. Et pour le faire, moi personnellement, le kinésithérapeute doit être formé. Oui. Donc, d'où l'intérêt des formations continues. Est-ce qu'il faut vraiment passer par le spécialiste pour cette étape de drainage lymphatique ou peut-on s'auto-drainer par exemple? Est-ce qu'il y a Oui, moyen de oui. le faire soi-même? Déjà, nous, on fait le drainage lymphatique, on fait les bandages, mais entre-temps, nous avons un rôle à jouer. D'accord. C'est éduquer la femme D'accord. à s'auto-drainer, et à placer
ses bandages ou bien son manchon. Il y a un manchon, oui. Mais il doit le faire sous le regard du kinésithérapeute plusieurs fois pour qu'on s'assure qu'il le fait bien et juste. Très bien, pour ne pas arriver à des situations irréversibles, hein, que ce soit pour le drainage ou que ce soit pour si on oublie par exemple de placer une prothèse en temps voulu, si on oublie le suivi justement du kinésithérapeute, j'y arrive, juste en post-opératoire. Donc c'est vrai qu'on peut avoir quand même des situations irréversibles. Oui, vous savez, il y a des lymphodèmes, vraiment, c'est pas beau à voir et c'est difficile d'y remédier. C'est pour ça, j'insiste, il faut faire de la prévention. Et pour faire de la prévention, il faut recevoir ces femmes au temps voulu. Et plus tôt, ça sera le mieux. Pendant ce mois d'octobre, vous avez coutume de communiquer, docteur? Ou est-ce que vous avez senti justement qu'il y avait une carence, justement, un maillon comme ça? Une carence parce que le peu de femmes que je reçois dans mon cabinet, je les reçois généralement à un stade tardif. Aïe. C'est pour ça que ma conscience m'a interpellé. Je lui ai dit, il faut que j'en parle pour que tout le monde sache ça, pour que les femmes sachent et pour que les médecins prennent l'initiative d'orienter systématiquement. Moi, j'ai discuté avec des consoeurs tunisiennes. Il y a presque un couloir vert, c'est systématique. D'accord. Donc là, on aboutit forcément aux nutritionnistes et aux kinésithérapeutes en fin de parcours. Voilà. Il n'y a pas que nous. Oui. Il y a même le psychologue. Et le psychologue, bien sûr. Qui a un rôle. Il faut passer à un stade de plus, etc. C'est des réunions entre les femmes. Oui. C'est des forums que chacune raconte son histoire. La plus ancienne qui a réussi va raconter et ça va faire beaucoup plaisir à la nouvelle recrue. Absolument, donc elle va avoir toutes les informations nécessaires, l'évolution des techniques, l'évolution des soins, l'évolution du traitement. Donc tout ça peut être acquis en thérapie de groupe. Mais vous avez aussi une autre préoccupation, on en avait parlé off the record comme on dit, c'est la formation spécialisée. Parce que c'est vrai que... Est-ce qu'on a, j'allais poser la question, est-ce qu'on a suffisamment de kinésithérapeutes prêts à accompagner les femmes à ce stade de leur vie? Sincèrement, pour rester aux techniques pointues, au standard international, on a du chemin à faire. Oui. On a du chemin à faire. Il faut faire beaucoup de formation continue. Très bien. Parce que quand on a notre diplôme, on connaît c'est quoi le drainage lymphatique, mais pour le pratiquer, etc., pour le réussir, etc., il faut... Nous, on travaille avec nos mains. Oui, d'accord. Tu vois, enfin, avec nos mains et la tête. Et la tête. Donc, on est vraiment des artistes. Oui, d'accord. C'est pas pour nous jeter des fleurs. Et une chose, un kinésithérapeute qui n'associe pas la psychologie, il vaut mieux qu'il change de métier. C'est vrai parce qu'il reçoit des patientes très fragilisées. Très fragilisées. On a beaucoup plus de temps à passer avec eux. Quand on passe une heure... Ce n'est pas une opération commerciale, en fait. C'est vraiment à l'échelle de l'humanitaire, quelque part. C'est-à-dire vous avez cette vocation d'insuffler du courage, d'insuffler de l'espoir à ces femmes. Et justement, vous êtes au sein d'une organisation qui peut justement apporter ce trait d'union, cette continuité à tous ces kinésithérapeutes qui voudraient justement se perfectionner ou apprendre justement à s'adapter avec cette pathologie en particulier. C'est pour cela que ça fait maintenant 2 années. C'est vrai que c'est tombé en pleine pandémie, donc peut-être qu'on n'a pas fait beaucoup, mais on a créé la Société algérienne de kinésithérapie. Oui, très bien. C'est un acquis pour la santé chez nous. C'est un groupe, sincèrement, il faut dire ce qu'il y en est. L'initiative, c'était un groupe de jeunes. Très bien.
Un Très groupe bien. de jeunes, ils sont fougueux, etc. Nous, on a les cheveux blancs. Là. Mais vous avez l'expérience à Oui, apporter, bien alors sûr. on s'est dit, bon, Ils ont raison. ils ont On raison, va les suivre. on est là. Excellent. On est là pour les aider, pour les... C'est pour ça qu'on a créé cette association, dans un but purement scientifique. On va la citer, cette association C'est la- dont vous êtes le Oui. vice-président. Oui. Il s'agit de la Société algérienne de la kinésithérapie. Donc, ceux qui souhaitent s'informer peuvent éventuellement aller sur votre page, Oui. avoir des détails, SAC. des adresses, des coordonnées. Donc, ça s'appelle SAC? Oui, Ouais, SAC. Avec un K à la fin. oui, voilà. avec un cas à la fin. SAK. Oui. Donc voilà, il y a des directives, il y a aussi des rendez-vous, puisque vous dispensez des formations en qualité de praticien de la santé. On a fait plusieurs formations en webinaire. Très bien. C'est en non présentiel, etc. Nous avons touché pas mal de la halle. On a fait même ce concert du sein d'ailleurs. Oui. On a fait une collaboration. Généralement, ce sont des Algériens qui sont établis à l'étranger. Ils sont pointus, etc. Ils nous aident. Il y a des étrangers qui ont accepté notre invitation. On a fait le genou, par exemple, avec le Dr Zmouri. On a fait avec des Marocains, avec des Tunisiens. Très bien. Parce que les Tunisiens, Ils ont développé quand oui, même un ils ont savoir-faire développé en la matière. et ils n'ont pas une seule association. Ils en ont au minimum 3. Très bien. Au minimum 3. Oui. Hein. C'est bien, donc cette société algérienne de kinésithérapie a entamé toute une démarche de sensibilisation à travers déjà sa page officielle et bien sûr avec des démos, vous offrez la possibilité de découvrir des démonstrations, de la vulgarisation par le biais de dessins, de vidéos. On vient d'en voir quelques-unes défiler justement à l'écran et donc c'est un travail de communication qui a été porté par tout ce petit noyau de jeunes ou est-ce Oui, que tout oui. le monde a mis la main à la pâte? J'ai dit que l'initiative, c'était un groupe de jeunes. Oui. Parmi eux, ce sont des gens que j'ai enseignés. Très bien. Vos élèves, Oui. vos étudiants. Enfin, je ne suis pas dans l'enseignement, mais j'étais vacataire et je le faisais gratuitement. D'accord, bravo, c'est tout à votre honneur. Donc, et justement, faut-il justement, pour être efficace pour ce type de pathologie, faut-il être seulement praticien ou faut-il vraiment, comme vous dites, être passionné? Est-ce que ceux qui exercent sur le terrain dans ce sens, est-ce qu'ils sont passionnés comme vous? Ou est-ce qu'ils exigent toujours vraiment une J'espère. contrepartie J'espère qu'ils sont passionnés, parce que tu sais, quand on n'aime pas son métier, et surtout, il ne faut jamais dire que je connais tout. Oui, tout à fait. À mon âge, et j'apprends toujours. C'est bien. Mais vous me disiez tout à l'heure que votre intervention, docteur, venait en Kinésithérapeute, hein, Oui, je suis oui, kinésithérapeute. bon, kinésithérapeute, on ne peut pas dire docteur? Ok, on ne le dit plus. D'accord. Donc, je vais citer votre nom, donc, Monsieur Karim Kamel. Kamel Ait Wahyoun. Donc, Monsieur Kamel Ait Wahyoun, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas intervenir en amont dans la sensibilisation? Cette patiente qui arrive, est-ce qu'on ne peut pas déjà d'emblée la préparer avant l'intervention et lui dire qu'il y a ces étapes-là qui l'attendent? Oui, il faut vulgariser tout ça et essayer de travailler en étroite collaboration. Il y a beaucoup d'associations sociales, caritatives, etc., qui aident les cancéreux. On peut apporter notre pierre. Oui, absolument. Et nous sommes disponibles à travailler aussi avec eux. Oui, excellent. Donc en tout cas, on continuera de parler de cela. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. Tout de suite, on va diffuser un petit spot de sensibilisation. Nous sommes en plein Octobre Rose. Vous savez très bien que c'est une campagne à l'échelle planétaire destinée justement à la sensibilisation au dépistage contre le cancer du sein, mais aussi à collecter les fonds, collecter le savoir-faire justement en la matière, en vue de développer la recherche, en vue
but d'éradiquer cette pathologie et d'aider justement à diminuer le nombre ou le taux de mortalité justement lié à la pathologie du cancer du sein. C'est tout de suite. On revient avec notre kinésithérapeute, mesdames, messieurs. أسباب سرطان الثدي. كاين بعض العوامل اللي قد تزيد من إصابة المرأة بسرطان الثدي، منها التقدم في العمر. كل ما زاد السن تاع المرأة زاد احتمال إصابتها بسرطان الثدي. أكثر من 80% من المصابات في الجزائر يفوق العمر تاعهم 45 سنة. العامل الوراثي، في حال أصيب 2 أو أكثر من أفراد العائلة المقربين بسرطان الثدي يستحسن القيام بالتحليل الجيني من أجل الوقاية لباقي أفراد العائلة. والعامل الوراثي يمثل فقط نسبة 5 إلى 10% من الإصابات. امتداد النافذة الأستروجينية. كل ما كان سن البلوغ مبكر وسن اليأس متأخر تتعرض المرأة أكثر للإصابة بسرطان الثدي لكثافة العمل الهرموني في كل هذه الفترة، وهو المتسبب في الإصابة. السمنة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي بسبب نسبة الشحوم والدهون المتراكمة، وهي مصدر الهرمون المتسبب في الإصابة بسرطان الثدي. التغذية غير السليمة. التغذية غير المتوازنة راح تساعد على الإصابة بسرطان الثدي، خاصة إذا كان النمط الغذائي تاعنا غني بالبروتينات والدهنيات يعني الزيوت. عدم الحركة. قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة يسبب البدانة أو السمنة، وبالتالي راح يحفز على تغذية الأورام السرطانية. Après ces quelques conseils donc prodigués par justement ce spot de sensibilisation, nous revenons donc ceux qui viennent de nous rejoindre, qui ne sont pas au courant de la thématique développée ce matin en faveur des femmes. Nous avons parlé avec notre invité tout à l'heure des dangers qui planent autour d'une mauvaise cicatrisation suite à une intervention d'ablation du sein. Donc d'où la nécessité du recours au kinésithérapeute pour justement l'accompagnement et psychologique et physiologique donc de cette femme qui subit aussi voilà un danger, comment dire, sur le plan psychologique. En fait, on le disait, docteur, on le dira jamais assez, votre intervention est plutôt vitale pour la femme. Vital, je dirais... Capital. Capital. Allez, on va essayer un autre qualificatif. On redonne de l'espoir, oui. On remet la femme dans sa féminité, il accepte et tout, etc. Juste pour... je vais ouvrir une parenthèse. Oui, allons-y. Dans notre métier, beaucoup de gens, quand ils disent le drainage lymphatique, c'est la pressothérapie, c'est un appareil qui fait... etc. Moi, je dirais que la pressothérapie, c'est juste un adjuvant. Oui, c'est un outil. C'est juste un adjuvant, parce que le vrai drainage lymphatique, il est manuel. Manuel, oui, parce qu'il faut cibler des zones. Oui, il est manuel, il faut connaître la circulation lymphatique comment, il faut connaître les ganglions lymphatiques, il faut connaître les cimetières de la lymphe, parce que ce qu'on appelle... Donc, les cavités. Il faut drainer vers ces cimetières. D'accord, d'accord. Ça, donc... Pour moi, la pressothérapie, c'est juste... Sans oublier l'anatomie humaine qu'il faut connaître par cœur. Oui. Il faut maîtriser. L'intervention des muscles est importante aussi. Il faut maîtriser tout. Tout ce qu'on touche, on sait ce qu'on touche. Oui. Donc, le drainage lymphatique est essentiellement manuel. Et pour terminer, oui. Nous souhaiterons qu'il y ait des orientations massives de ces femmes-là en rééducation à un stade précoce. Ça dépend vraiment du médecin traitant, ça ne dépend pas que d'elle, n'est-ce pas? Oui. Le médecin a son rôle à jouer. Oui, parce qu'on est dans l'urgence, etc. Mais il faut penser à... Oui. Il faut penser à après. Moi, je veux faire de la prévention et ne pas traiter les séquelles. C'est pour ça je lance un appel aux médecins traitants pour prendre en charge ce problème. Très bien. Voilà.
Merci beaucoup, hein, Monsieur Kamel Aït Wahyoun, moi. pour cet éclairage ce matin en faveur des femmes qui ont subi cette douloureuse intervention de l'ablation du sein. Donc, nous sommes justement là pour les aider, pour les aiguiller. Je rappelle que vous êtes également vice-président de la Société algérienne de la kinésithérapie et que vous offrez vraiment gracieusement tout votre savoir-faire à tous ceux qui souhaiteraient se former en la matière, tous ceux aussi qui souhaiteraient être aidés vraiment en cas d'atteinte de cette pathologie, le cancer du sein en l'occurrence. Merci encore une fois. Il y a un autre Wahyoun que connaissent, Oui. voilà, que connaît notre rédacteur en chef en C'est- particulier, Hossein Wahyoun, qu'on salue. Hussein, Oui. il est artiste, mais en même temps, il est aussi kinésithérapeute comme moi. Kinésithérapeute, voilà, c'est un peu... Pour l'anecdote, Oui, c'est lui qui m'a ramené vers la kinésithérapie. comment? Il a fait la première année, Oui, parce qu'il me dépasse d'une année. En première année, il m'a dit, écoute, il vaut mieux que tu fasses kinésithérapie. Et ben, j'ai fait kinésithérapie et je ne vais Voilà. jamais regretter d'ailleurs. eh ben, on le remercie, Hossein Wahyoun, s'il nous écoute ce matin. Il nous écoute. Super. Alors, coucou de la part de toute l'équipe de Bonjour d'Algérie. Merci d'avoir été avec nous. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour d'Algérie, donc, se poursuit. Mais cette fois-ci, on va ouvrir justement le panel pour parler un peu d'art, pour parler de photographie et de vidéo. Tout d'abord, donc, on va un petit peu planter le décor avec la beauté de notre pays. On est en pleine saison saharienne, donc le tourisme saharien donc, voilà, est très prisé en cette période de l'année et pour preuve cette beauté. Donc on va voir ce document donc, réalisé par l'Office national du tourisme et on retrouvera nos invités juste après. Voilà qui est dit voilà, par l'image, la beauté de cette perle du désert, Janet en l'occurrence, donc dépeinte par justement les objectifs de vidéastes qui ont su mettre en valeur par ces vues aériennes ce beau désert, donc le Tassili Nadjar en l'occurrence. Bienvenue à nos invités qui vont un peu parler de tourisme ce matin. J'ai nommé là Brahim Djelwadi, bienvenue.
Vous êtes le président de Make Voyage, donc, et vous êtes co-organisateur d'un événement dont on va parler tout de suite. Le temps de présenter Fethi Dahan, ici présent, qui lui est directeur artistique. Et là, on cite bien sûr l'événement, le Festival algérien, donc virtuel. Voilà, c'est de la vidéo de sensibilisation à l'écotourisme, c'est bien cela. Oui, pour Voilà. cette année. Bon, pour cette année, vous avez choisi cette thématique en particulier, l'écotourisme. Mais bon, si en 10 minutes, ça donnerait FAFS. Exactement, FAFS. le FAFS. Le FAFS, F-A-2-V-S. Donc, et ce festival, c'est une initiative assez originale, nouvelle, on dira, première du genre en Algérie. C'est bien cela, Monsieur Djelouadi? Tout à fait, c'est la première, suite justement à la pandémie. Et quand on avait connu nos jeunes, surtout c'est une idée de Fethi à la base. Donc on avait les jeunes qui sont là sur les réseaux sociaux, qui postent des vidéos de partout, de leur vie, de leur quotidien. C'est vrai que ça a rompu la monotonie de cette pandémie un peu pesante, n'est-ce pas? Donc c'est un petit peu ce qui vous a inspiré. Le digital est au devant de la scène depuis 2 ans. Oui, effectivement. Avec la Covid. Effectivement, la jeunesse du projet, c'était lors du dernier confinement, le dernier grand confinement, où on était tous de grands consommateurs de réseaux sociaux. Et je me suis dit, j'ai découvert beaucoup de talents sur le fond. Et sur la forme aussi. Donc je voulais mettre en valeur notre jeunesse, mettre en valeur des compétences artistiques et techniques. Donc c'est comme ça que l'idée du festival est née. Exactement. D'accord, donc créer une plateforme qui rassemblerait l'ensemble des créateurs, où qu'ils soient, et la fourchette d'âge n'est pas du tout limitée, hein, Monsieur Djelouadi. Ah, du tout, nous les invitons de 16 ans à 96 ans. 16-80, on a coutume de dire de 7 à 70 ans. Alors vous allez sur le 6, mais c'est pas grave. Donc, parce que c'est une condition minimale, c'est le 16 ans. Donc 16 ans, donc vous avez choisi 96 ans pour l'extrême. J'espère que vous aurez... Il n'y aura pas d'extrême, c'est ouvert. D'accord. En tout cas, voilà, vous avez ouvert le bal au mois de septembre dernier. C'était à l'occasion de la journée mondiale du tourisme, le 27 septembre dernier. Donc, vous avez donné un petit peu le là et ouvert à tous les participants la plateforme en fait qui est née de cette pérénigration entre amis. Effectivement, on a lancé le festival en marge de la célébration de la journée mondiale du tourisme le 27 septembre à Al-Qala, où on a été très honoré de l'invitation de la part du ministre du Tourisme et Madame la ministre de l'Environnement à faire part de cette célébration. Très bien. C'était une journée très importante pour le secteur. C'est une journée où on donne les grandes directives de la politique touristique. Et c'est vrai que Al-Qala, Tarf en l'occurrence, s'y prête bien puisque elle possède des atours touristiques vraiment incroyables en matière justement il y a énormément de sites classés. Le site justement le Tolga, voilà. Tonga. Le lac Tonga et l'Oubeira aussi. Le lac Tonga et l'Oubeira justement sont des zones fragilisées, des zones aussi qui ont permis, et vous l'avez vécu, n'est-ce pas, justement, de drainer des touristes vraiment très, très passionnés vers ces régions, il fut un temps. Absolument. Moi, je suis un ancien cadre de l'ONAT et j'en suis fier d'avoir été à cette grande école. Dans les années 80, nous avons mis en place des programmes, des produits touristiques sur cette zone-là, notamment pour l'observation des oiseaux, les oiseaux. Voilà, c'était pas encore une zone très menacée par justement la pollution, par l'intervention de l'homme. Tout à fait, mais justement depuis 1995, l'Organisation mondiale du tourisme a commencé à tirer l'alarme à travers le monde pour dire maintenant il faudrait qu'on revienne à un tourisme beaucoup plus vertueux. Le tourisme de masse
ne peut pas continuer de la sorte, quand bien même nous, professionnels, sommes heureux de recevoir des touristes, qu'il y ait de la croissance, mais cette croissance, il faut qu'elle soit maîtrisée, il faut qu'elle soit responsable, il faut qu'on protège l'écosystème. Et la région, et cette manifestation s'est déroulée, je pense qu'il y a certes beaucoup de messages qu'on peut délivrer à partir de là, c'est pour dire voilà, on a un tourisme vert, on a un tourisme bleu sur la région, mais on peut en avoir d'autres jaunes. Oui, parce qu'il y a tout un chapelet de plages qui sont menacées aussi dans cette région d'Al-Khala et dans tout le territoire méditerranéen. Donc, absolument. Et il va falloir qu'on fasse attention à cela. Nous ne sommes pas dans le surtourisme comme certaines destinations à travers le monde. On est dans un tourisme balbutiement en Algérie et il va falloir maintenant qu'il y a cette pandémie, il faudrait qu'on prenne justement les mesures nécessaires pour qu'on fasse un nouveau départ, mais un tourisme qui sera respectueux, qui sera tout proche de la nature, qui sera tout proche de l'homme, surtout que les acteurs et l'acteur consommateur et le producteur aussi qui est là, citoyen. Donc, c'est dans toute cette démarche. Autre chose par rapport au festival, nous, avec Fethi, toute l'équipe, c'est d'aller chercher les jeunes là où ils se trouvent. Ils sont sur les réseaux sociaux, on va les chercher sur les réseaux sociaux. On va leur parler. Mieux que ça, nous envisageons d'aller les rencontrer sur leur site, dans les universités, dans les lycées, s'il faut, dans les centres de formation, ou sur leur lieu de travail, pourquoi pas, et leur présenter la plateforme. Les sortir du virtuel pour le réel. Voilà, donc les pousser quelque part vers un projet constructif, un projet justement en faveur de la société, quelque part humanitaire, quelque part justement, ce n'est pas vraiment forcément lucratif, mais c'est pour offrir son regard dans un but vraiment utilitaire quelque part pour la société. Comment vous avez fait pour convaincre ? Alors effectivement, la plateforme FAVS qui est disponible sur www.favs-algerie.com, en réalité c'est un concours de vidéos. Ah, très bien, ça c'est un bon stimulant, la concurrence. C'est excellent comme stimulant. Et qui dit concours dit récompense. Oui. Donc à l'issue de l'appel à participation, il y aura une cérémonie de remise de prix. Donc on a 3 prix. C'est des prix qui seront, les lauréats seront sélectionnés par un jury de professionnels, présidé par Leila Aouj, la directrice artistique et la créatrice du festival des rencontres cinématographiques de Béjaïa. Oui. Et il y a un 4e prix, c'est le prix du public, donc c'est le vote du public. Certes, c'est pas lucratif, mais les 4 gagnants seront récompensés. Exactement. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un bon stimulant. Hein. Bon, c'est bien, mais allez, si on sert de lièvre pour le gagnant, c'est pas grave. Mais c'est pour la bonne cause, en fait. Bien sûr, c'est pour la bonne cause. Et l'un des objectifs de cette plateforme, c'est de valoriser notre jeunesse, une jeunesse qui est en quête de reconnaissance. Donc on voulait offrir un geste à notre jeunesse, porteuse d'un message positif. Mais voilà, porteuse d'un message positif, il y a des conditions justement pour accéder à ce concours. Les vidéos doivent avoir des spécificités qu'on va citer, parce que ceux qui nous suivent et qui ont déjà une caméra toute prête et qui n'ont pas encore, qui ne se sont pas inscrits sur la plateforme, pourraient être tentés de le faire. Donc on va leur quand même donner quelques éléments d'information autour des conditions. Effectivement, oui. En tout cas, toutes les conditions sont disponibles sur la plateforme. Les grandes lignes des conditions, c'est l'âge à partir de 16 ans. Il faut respecter absolument le thème qui est l'écotourisme sur toutes ces formes. Parmi les formes, c'est la promotion du tourisme local, la promotion d'un métier local, d'un métier artisanal. Donc il y a toutes ces formes d'écotourisme. Il y a aussi la durée, donc la vidéo ne doit pas dépasser 1 minute. Voilà,
1 minute 30. Parce que le format est important. Maintenant, les vidéos, tellement qu'ensemble de vidéos, donc des vidéos longues ennuient. Et ça prouve aussi voilà, un minimum de maîtrise lorsqu'on arrive à transmettre, à dire voilà le maximum en peu de temps. Exactement, c'est le défi. Exactement, c'est un défi, effectivement. Oui, je vous c'est un beau challenge en tout cas. Exactement. Oui. C'est un beau challenge. On revient à M. Djelouadji, donc ici présent, donc qui est président d'une agence de voyage qui travaille à l'échelle méditerranéenne. Okay. Voilà, vous avez aussi à votre actif une très belle expérience au sein donc de l'ONAT, donc l'Office national, oui. Voilà, oui. Donc qui était chargé un petit peu de la promotion touristique pendant des années. Donc tout à fait. Voilà, cette expérience, vous avez choisi de la mettre à profit dans une expérience qui n'est pas du tout dans le courant des activités de l'agence. Là, vous sortez de l'agence pour un festival en faveur de la création, en faveur de la sensibilisation. Et quelles sont vos motivations? Alors, moi, mon passage à l'ONAT remonte à quelques décennies. Hein. Oui. Ça ne me rajeunit pas. Je suis parti à l'étranger il y a à peu près 30 ans. J'ai eu la chance aussi là-bas d'aller me former et me frotter à l'international. Oui. Je dirais que je suis un enfant qui a connu le tourisme de masse, le tourisme marchand. Et j'ai aussi la chance de me former dans des écoles qui appartiennent notamment à l'OMT et à l'UNESCO. Et c'était le tourisme et la culture pour la paix. Oui. Donc, le tourisme et la culture pour la paix, c'est des valeurs humaines que nous essayons de transmettre. Oui. Des énergies que nous essayons de faire émerger. Oui. De s'écouter, de se parler, d'échanger. Et à ce titre, notre agence, dès le début, elle a choisi un axe de développement, c'est le tourisme culturel, après le tourisme écologique et solidaire. À ce titre, j'ai eu la chance, l'honneur d'être parmi le bureau international du Forum international du tourisme solidaire, on a fait 8 forums internationaux à travers le monde. Et c'est toute cette expérience-là, toutes ces rencontres que j'essaye de ramener, de partager ici avec mes amis, mes collègues en Algérie. Et je sais quand je trouve des jeunes comme Fethi et plein d'autres qui font des choses intéressantes sur la préservation du patrimoine. Est-ce que Fethi voyage autant que vous? Fethi Dahem, vous voyagez souvent? Je voyage beaucoup en Algérie en ce moment, effectivement. Oui, je découvre, je redécouvre l'Algérie, oui. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Brahim. C'est permis. Quand j'ai commencé à concevoir le projet, je savais pertinemment que seul, je ne pouvais pas faire grand-chose. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur des gens qui pouvaient me supporter. Et mes recherches, je cherchais une référence, compétence algérienne, avec des références d'écotourisme. Et là, le nom de Brahim Djelouadji est sorti partout. Donc, c'était pour moi inévitable de contacter M. Brahim. Voilà. Oui, excellent. Donc, une belle rencontre qui donnera donc naissance à cette première édition du Festival algérien virtuel de la vidéo. Donc, cette fois-ci, vous avez choisi une thématique. Et Dieu sait que l'Algérie regorge justement de sites touristiques encore vierges, encore authentiques, qui ont gardé leur authenticité, leur petite empreinte justement locale. Et c'est vrai que vous allez peut-être orienter, donner quelques destinations peut-être pour finir, pour clore cette rencontre à ceux qui seraient tentés. Quelles sont les formes d'écotourisme qu'on peut trouver en Algérie justement? Il y en a partout. Il y a du tourisme vert, il y a en montagne. Nos montagnes, elles sont magnifiques, nos villages, ils sont magnifiques. Tout à l'heure d'ailleurs, j'ai un rendez-vous avec une équipe de jeunes dames qui travaillent sur la réhabilitation de villages abandonnés en Algérie. Il y en a 500 villages qui sont abandonnés, qu'on doit ressusciter, qu'on doit remettre avec les matériaux
authentique parce qu'il y a tout un système d'aération, il y a tout un système de lumière qu'on sait faire, que nos parents, nos ancêtres savent faire. Je dirais qu'on a le tourisme chez nous, il est ancestral, il est solidaire parce que dans nos familles, nous recevons tout le monde et de partout. Nous, Wada, nous avions ça, c'est du patrimoine immatériel. Et ça doit être culinaire aussi, toute la préservation des produits, par le séchage, la production de produits bio, l'artisanat, tout ça, c'est un panel immense. Si tu as l'infini, sortir avec des pêcheurs à Al-Qala ou à Bni Haroun, aller sur les Timgad ou Jimila, aller... Excellent, on avait vu la perle du désert, Janet, tout à l'heure, c'est magnifique, à l'occasion de la Sbeiba. Donc, tout à fait, ou le Molo d'Atimimoun. Il suffit de quelques clics pour rester toujours dans la technologie et vous aurez tout un choix. Donc devant vous, si vous avez une caméra à portée de main, n'hésitez pas à prendre part, à vous inscrire. On va rappeler tout de suite l'adresse de la plateforme, s'il vous plaît. C'est le www.fabs-algérie.com. Voilà, c'est à l'occasion du festival, donc je le disais, festival algérien virtuel de la vidéo. Donc allez-y, foncez, c'est encore permis jusqu'au 30 novembre. C'est bien cela, c'est la date limite. Date limite et une remise donc des prix, une cérémonie qui sera pour la fin de l'année. Un appel est fait pour toutes les vilayats pour qu'elles soient là, si elles veulent bien accueillir les jeunes créateurs algériens. Oui. Et aussi notre communauté à l'étranger aussi. Tout à fait. Donc voilà, nous avions avec nous M. Djelwadi Ibrahim, président d'une compagnie de voyage, Med Voyage en l'occurrence, et Fethi Dehan ici présent, directeur artistique de ce festival qu'on vient de nommer plusieurs fois, destiné à l'écotourisme. Donc voilà, M. Djelwadi se souvient peut-être de Billie Holiday. Allez, on va lui offrir une chanson un petit peu vintage tout de suite. Ah oui. Allez, c'est parti. Magnifique. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Et voilà, la dernière ligne droite de Bonjour d'Algérie se fera en compagnie de Karim Abdeslam, un photographe émérite, donc, dont les clichés ont traversé la planète entière. Et il nous fait l'amitié de partager sa nouvelle expérience ce matin. Il s'agit d'une très belle exposition voilà, qui se déroule à Alger
Et bien sûr, je ne vais pas tout dire. Je préfère donner la parole à Karim Abslam. Bienvenue. Merci, bonjour à tous. On est ravis de vous recevoir. On a déjà un petit peu planté le décor avec justement des créateurs en vidéo. Aujourd'hui, on va compléter par l'objectif de l'appareil photo. Oui. Voilà. C'est l'image de toute façon. C'est l'image de toute façon. C'est vrai que tout est à base d'images. Et donc, parlez-nous de cette nouvelle expérience. Donc, Lyrical Ballads. Donc, it's done in English. Yeah. Oui, Voilà. en fait, c'était 20 ans de voyage sur la ville de New York, avec bien sûr ces balades à New York. Je les faisais avec un livre. La capitale du monde, New York. Oui, New York City. Et donc je travaillais aussi, en fait, je lisais beaucoup le poète new-yorkais qui est né à New York, et donc il me semblait logique d'associer mes photos et ses poèmes et d'essayer de faire une balade lyrique, un peu une sorte de va-et-vient entre ses textes et mes photos, et essayer de faire découvrir un petit peu cette ville différemment que les clichés qu'on a l'habitude de voir sur la grosse pomme de New York. Absolument. Voilà. Absolument. En tout cas, vous l'avez déjà fait, vous réitérez l'expérience. Voilà, vous avez déjà parlé de New York, Alger, ici même, il y a de cela quelques décennies. Il y a 20 ans. En 2003, vous l'avez fait déjà, vous avez parlé de New York. C'était un voyage de 36 heures, et donc j'ai donné le titre de cette exposition qui était 36 heures à New York. Oui. Et donc c'est le cumul de tous ces voyages à chaque fois. Donc, 20 ans d'aller-retour vers... à peu près 6 voyages environ. 6 voyages vers les USA. Donc j'imagine le nombre de clichés que vous avez amenés à chaque voyage. Ça a dû être très prolifique. Hein. Oui, l'expo elle est vraiment... importante au niveau du nombre de photos et tout ça. Et donc c'est vrai que j'ai cumulé pas mal de travaux au fur et à mesure de ces voyages. Qu'est-ce qui vous séduit le plus dans cette capitale ? La lumière, en fait. Nous, les photographes, on est en quête de lumière. C'est pour ça qu'on adore photographier Alger, par exemple, qui a une lumière particulière, surtout en ce moment, par exemple. Voilà, et puis, les orientalistes ont vraiment cerné cette lumière. Ce qui nous attire aussi dans le désert aussi, c'est la différence de lumière qu'on peut trouver, par exemple, entre Ghardaya et Timimoun. Et en tant que photographe, on fait la distinction. Donc chaque ville apporte... Oui, chaque terre a sa spécificité, sa couleur, sa nuance. Oui, bien sûr, il y a le terrain, il y a la mer et tout ça, mais c'est vrai que New York, elle a cette luminosité de par sa position, voilà. Donc du coup, c'est une ville qui attire beaucoup de photographes. Oui. Et voilà. Donc cette masse urbaine peut-être est à l'origine aussi de cette séduction. C'est peut-être parce que vous avez aussi été architecte à un moment de votre... Vous avez fait des études en architecture. Ce qui m'a attiré le plus, c'est surtout c'est un lieu de passage en fait. C'était vraiment New York, c'était la porte. D'accord. Et cette porte avait ce double tranchant qui était l'espoir et le désespoir, parce qu'on pouvait être refusé, on pouvait séparer les familles, donc il y avait un lieu où tous ces migrants arrivaient dans une île, et à partir de là on faisait le tri. Donc c'est cet espoir et ce désespoir m'a beaucoup interpellé dans cette ville. Et puis ce melting pot vraiment unique dans notre époque moderne, où cette ville était très cosmopolite et construite justement par tous les gens, même une communauté algérienne qui a participé à l'immigration de ce grand pays. Absolument. Absolument, depuis 2 siècles. Donc voilà, on fait partie aussi, toute cette humanité qui fait partie de ce lieu. Donc c'est ce passage-là qui m'a vraiment intéressé. C'est un lieu d'espoir et en même temps de désespoir, parce que beaucoup... On va voir justement une photo qui va peut-être nous permettre de parler davantage de cet aspect. Ça, c'est un des premiers migrants algériens vers les USA. Oui, exactement. Voilà. Absolument. Que j'ai trouvé. Donc j'ai été chercher un petit peu dans les archives. Et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu d'émigration individuelle. C'était plus familial ou même des fois, peut-être pas le mot qu'il faut, mais tribal. C'est-à-dire je voyais 60 personnes qui portaient le même nom de famille avec des prénoms différents. Ou des fois, c'était des familles de 8 ou de 9.
Et donc, c'est un registre, ça mérite d'aller peut-être plus loin dans la recherche. Voilà. Mais c'est vrai que durant la Deuxième Guerre mondiale, certains Algériens ont été séduits par voilà, tous ces alliés qui débarquaient sur le littoral algérien, les migrations, qui racontaient l'histoire du jazz, l'histoire de cette Amérique un peu spéciale qu'on voyait à travers les images hollywoodiennes. Oui, absolument. Déjà. Et puis même les migrations, que d'ailleurs la photo indique justement la personne, c'était justement entre 1850 et 1880, donc ça fait quand même très longtemps que cette émigration. C'est vraiment les débuts du 19e siècle. Absolument. Et donc ça correspond aussi à la période où Walt Whitman a été très prolifique, où il a écrit justement, il était témoin justement de cette ville qui se transformait, qui sur sa période de vue a vu des minorités devenir majorité et ainsi de suite. Chaque communauté qui s'intégrait accueillait la deuxième qui arrivait. Donc, voilà. Il vous a insufflé des images en quelque sorte. Ce sont des images écrites et vous les avez un petit peu incarnées autrement. Je voulais justement par rapport à cette ville qui est très massive, très d'acier, de verre, de boulons, je voulais justement capter qu'est-ce qui pouvait être poétique dans tout ça. Et j'ai essayé de transmettre un petit peu certains endroits qui me paraissaient très poétiques dans cet univers assez glacial, assez futuriste, on va dire, par rapport à... Voilà. On va voir justement une petite sélection de vos œuvres à l'image pour pouvoir justement mettre, comment dire, donner un avant-goût de l'exposition quelque part aux téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Voilà, je ne sais pas si... Voilà. On m'a parlé d'une musique, mais je l'écoute pas, je l'entends pas, mais bon. Ah ben voilà. La masse de gratte-ciel. Oui, un petit peu un truc, quelque chose qui flotte comme ça avec son énormité. Voilà, tout à l'instant, donc la voix d'Armstrong venait d'émerger, donc après celle de Lisa Fitzgerald. Donc c'est vraiment un beau voyage qu'on vient de découvrir. Et c'est vrai que dans les images que vous proposez, on oublie quelque part cette masse de grands gratte-ciel, parce que vous allez au détail dans certaines photos, et pas seulement, vous estompez les détails quelque part. Oui, en fait, voilà, je voulais justement faire oublier ce côté un peu touristique, un peu massif, ces clichés de New York, et essayer de trouver, voilà, justement, ce livre m'a aidé justement à garder à l'esprit ce New York très poétique. Oui. Et voilà, c'est ça qui a fait... Vraiment, la première de votre catalogue est très belle aussi. Là, on est vraiment au port de New York, c'est bien ça? Absolument, oui, le vieux port. Avec un beau voilier. Oui, absolument. Un beau voilier qui donne des lignes comme ça très élégantes. D'où le lyrisme dans vos photos. Justement, c'est ce côté lyrique, justement. Après, chacun, bien sûr, c'est l'avantage d'être dans une balade lyrique, c'est-à-dire qu'après, chacun va prendre ce qui lui semble un peu
très lié entre la photo et le texte. Donc voilà, c'est un lien qui n'est pas... il n'y a pas de... C'est juste de la poésie qui essaye d'accompagner certaines photos. Voilà. C'est très poétique en tout cas. Vous intégrez aussi dans votre catalogue, on ne retrouve pas que ces belles images, ces belles photos donc, qui donnent un regard particulier de cette ville ô combien immense. Voilà, on n'est pas dans l'urbain comme vous le disiez tout à l'heure. Effectivement, là on est vraiment dans tout ce qui est poétique à New York. Je voulais quelque chose qui reste très humain en même temps, parce que c'est une ville qui écrase, c'est normal avec ce gigantisme. C'est qu'effectivement, je voulais justement éviter, on revient toujours vers le côté un peu écrasant de cette ville. Et voilà, mais c'est vrai que je travaille souvent sur des thèmes au long cours, c'est-à-dire je prends le temps sur mes thèmes, de prendre le temps de... Je ne fais jamais de reportage sur un seul voyage. Le premier voyage, en général, je ne prends pas de photos. Je regarde, j'observe, j'essaie de comprendre, j'essaie de trouver le thème qui pourrait m'aider à développer mes clichés plus tard. Et c'est au deuxième, troisième. J'ai besoin de ce contact avec les villes ou avec les personnes ou dans tous mes sujets. J'ai besoin d'approfondir les choses, ne pas être... le photographe de l'instant et puis non, j'aime bien approfondir. Donc New York, c'est vrai que c'est un avantage de pouvoir partir plusieurs fois et donc ça permet de creuser. D'aller au-delà du premier regard, de la première impression. Et c'est vrai qu'en parlant d'impression, ces impressions, on a l'impression que pléonasme, voilà, vous avez été jusqu'à partager vos dessins. Vous avez des fusains aussi qui c'est pas les miens en fait, c'est une collaboration d'une jeune artiste, Kenza Daoud, qui a participé avec ses illustrations sur des portraits. C'est une interprétation de vos œuvres. Oui, elle a fait des portraits de moi et de Walt Whitman, un petit peu. J'aime bien faire participer à chaque fois des jeunes talents, des gens qui peuvent apporter des choses. Et ça m'amène à parler de votre seconde casquette, donc indépendamment de votre travail, où voilà, vous êtes photographe professionnel, c'est vraiment votre passion première, mais vous êtes aussi un mécène en art et vous êtes porteur de projets culturels que vous partagez avec beaucoup de générosité avec des artistes en herbe ici en Algérie. Oui, j'ai écrit 2-3 projets conçus un petit peu et produits, dont un sur le Mzab. Il y a une dizaine d'années maintenant, enfin un peu plus, qui était Seba Moudon, Seba Founoun, cette ville, cet art. C'est une rencontre d'art contemporain avec des jeunes étudiants. Ensuite, il y a eu un deuxième projet à Cuba, qui était Tropique du Concert. Tropique du Concert, donc avec la participation entre autres de Jawdet Ghissouma et et puis des artistes cubains. Une brochette d'artistes. Oui, il y a eu une partie musicale aussi. Et là, on est sur un autre projet qui s'appelle Shedmed. Qui se passe une partie au Sénégal et une autre partie en Algérie. Donc on a fait la première partie. Malheureusement, le Covid a tout arrêté. Donc on attend les choses. Peut-être qu'on va mettre les choses en place d'ici 2022. On l'espère. En tout cas, entre-temps, donc après cette expérience cubaine vécue aux côtés des artistes, vous avez donc à votre actif un ouvrage, Koubani entre autres, qui raconte un peu ce tropique du cancer. À chaque fois que j'écris les projets, j'essaye de voir un petit peu le résultat qu'on pourrait... Parce qu'on imagine facilement dans l'imaginaire des Algériens que Cuba est un pays très important. Mais en fait, quand on fait des recherches sur des choses qu'on a pu faire ensemble, sur le cinéma, ou est-ce que des films sont projetés... Des films, effectivement, sont projetés à Cuba, mais un peu moins en Algérie, des films cubains. Et on s'est dit, comment on peut avoir un imaginaire aussi fort avec ce pays et ne pas avoir des choses culturelles qu'on partage. Et donc, du coup, ce projet, il fallait produire de la musique, un livre, une exposition, voilà, un programme très, très riche. Qui reste. Pluridisciplinaire, mais vraiment avec une belle convergence quand même, parce qu'il y a une âme unique. Absolument, et maintenant si on peut traduire le livre de Jawdet Ghissouma qui peut être vendu, distribué à Cuba, c'est plutôt ça que je cherche, c'est comment renouer, au-delà de l'imaginaire qu'on partage concrètement,
sur le terrain, bien sûr dans ma partie artistique, hein, c'est ça qui m'intéresse. Comment faire pour faire des choses ensemble, et ne pas être orienté toujours vers le Nord, l'Occident ou l'Europe, mais plutôt vers des pays, l'Afrique, les Caraïbes. Ou l'Algérie. Oui, entre voilà, nous, bien sûr. L'expérience vécue à Ghardaya, ça a été quand même très, oui, absolument. Voilà, c'était un bon moment de bonheur pour tous les artistes qui l'ont pris part. Je voulais mettre en lumière cette richesse. Et donc en compte d'art contemporain qui a été en architecture, peinture, photo et donc tout le reste. Aujourd'hui, vous mettez en lumière donc New York à travers cette exposition. On arrive au terme de l'émission, donc il est utile certainement de rappeler que vous êtes actuellement dans une galerie d'art, Bloom The Art Factory en l'occurrence. C'est un Poirson. C'est à Poirson et donc l'exposition se déroule là-bas jusqu'à la fin du mois. Jusqu'à la fin du mois, oui. Donc jusqu'à la fin du mois en cours, les téléspectateurs qui nous suivent pourraient être vos visiteurs potentiels. Voilà. Donc c'est Lyrical Ballads, donc ballades lyriques, une exposition signée Karim Abdeslam, donc voilà, que vous pourrez découvrir. Et c'est à l'occasion du bicentenaire aussi d'un poète, des poètes vraiment précurseurs du moderne, de la poésie moderne du 21e et 20e siècle. Il a vécu au 19e siècle, c'est Walter Whitman, donc, dont poète on à connaître, à connaître, voilà. Et c'est à l'occasion de son bicentenaire que vous avez organisé cet événement. Donc merci de nous avoir... Merci à vous de m'avoir accueilli et je vous remercie vos téléspectateurs et merci pour l'invitation. Et bien merci, tout le plaisir a été pour nous. Donc l'équipe de Bonjour d'Algérie vous remercie d'avoir été parmi les nôtres aujourd'hui, de nous avoir permis de découvrir votre univers. Donc le cliché noir et blanc à l'honneur, mesdames, messieurs, rappelons-le que c'est à Bloom The Art Factory à Alger que vous pouvez découvrir Karim Abdeslam ici présent. Voilà, merci en fin de parcours de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Donc encore le meilleur de l'actualité demain à notre manière, à la sauce Bonjour d'Algérie, et ce sera aux mêmes heures, dans ce même plateau. Donc d'ici là, portez-vous bien et passez une excellente fin de journée, mesdames, messieurs. Merci encore, Karim Abdeslam.